Crise budgétaire et bientôt peut-être une nouvelle crise agricole. En tout cas, des actions locales ont déjà commencé et ce n'est qu'un tour de chauffe avant une action nationale de grande ampleur prévue mi-novembre. La France pourrait avoir faim, c'est le message de la coordination rurale. Sabri Soltani. La colère des agriculteurs comme il y a un an. Du purin devant les portes de la préfecture de Châlons-en-Champagne. À Pau, des pneus déversés devant les bâtiments publics, des mouvements dans toute la France. Hier soir à Rodez, les agriculteurs pendent des mannequins pour manifester leur détresse. Et là, on a mis des pendus parce que l'agriculture se meurt. Tous les jours, il y a des exploitants qui arrêtent et malheureusement, il y en a aussi qui se suicident, quoi. Après une année éprouvante marquée par les intempéries, ils dénoncent les trésoreries au plus bas et le retard des aides promises par l'État après leur dernière mobilisation. Exemple dans les Côtes-d'Armor avec cette éleveuse laitière. On n'est pas rémunéré à la hauteur. Et tout ça, on a besoin d'être entendu, on a besoin d'avoir des réponses écrites, fermes. À leur colère s'ajoute le Mercosur, un traité de libre-échange entre l'Europe et les pays d'Amérique du Sud. Les éleveurs craignent l'importation massive de viande étrangère et une concurrence déloyale. Hier, les syndicats ont marqué leur opposition. De voir arriver des produits qui respectent ni nos normes, ni nos standards proposés aux citoyens alors qu'on propose complètement autre chose et que l'ensemble des acteurs européens étaient d'accord pour nous accompagner sur cette narration le printemps dernier et l'hiver dernier, on prend ça comme une provocation en effet par les temps qui courent. Les syndicats appellent à une mobilisation générale à partir de la mi-novembre. Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture tente de désamorcer le conflit. Je veux leur dire clairement, ma porte est ouverte, le dialogue est là et les engagements pris seront tenus, sont tenus. Pour essayer d'éviter une nouvelle vague de contestation, Michel Barnier a reçu des représentants syndicaux à Matignon dans la soirée. Et on est avec Amélie Rebière. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de la coordination rurale. Virginie, vous êtes toujours avec nous. Et en Skype, on est avec François Purseigle. Vous êtes sociologue, chercheur au CEVIPOF et professeur à l'Agro Toulouse. Amélie Rebière, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ce regain de colère en ce moment de la part des agriculteurs ? Alors, en fait, c'est pas un regain de colère parce que à la coordination rurale, on a toujours été mobilisés depuis le début de l'année. C'était moins visible parce qu'on n'était pas avec nos tracteurs sur Paris, mais dans tous les départements, il y avait des actions et ça continue depuis le début de l'année. Donc, c'est pas un regain de colère en fait, c'est que maintenant que le nouveau gouvernement est en place, on attend des réponses, on avait des annonces précédemment, on va voir si c'est tenu ou pas, les engagements. Et c'est surtout qu'on a toujours maintenu la pression en disant on est toujours là et on attend des réponses pour pouvoir survivre, même plus vivre de notre métier, survivre. Vous dites, il n'y a pas de regain de colère, mais quand même, il y a un an, on avait assisté à une mobilisation, en tout cas qui était très visible jusqu'à Paris et dans beaucoup de régions de France. Rien ne s'est produit, rien n'a changé depuis la fin de cette mobilisation, d'une certaine façon? Non, rien n'a changé. On est retourné un peu dans nos fermes parce que malgré tout, on a des entreprises à faire tourner, ouais. On a des enfants à nourrir, des familles à nourrir. Donc, on est obligé de retourner travailler. Mais malgré tout, on n'a rien obtenu et on voit pas de changement par rapport au début d'année, si ce n'est une année catastrophique au niveau des récoltes et au niveau de la crise sanitaire qui s'est ajoutée à la crise de début d'année. Donc là, la situation est pire qu'il y a un an? Oui. Vous avez rencontré Michel Barnier tout à l'heure, on l'entendait à la fin du sujet. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Alors, on n'est pas sorti très optimiste du rendez-vous parce qu'on a bien compris qu'ils n'avaient pas la main sur tout et ils ont botté en touche à chaque fois parce qu'il y avait la ministre de l'Agriculture avec lui. Et les questions qu'on lui posait, à chaque fois, on a bien compris que l'Europe était vraiment dans la négociation, en fait, et qu'eux, ils n'avaient pas la main sur tout. On lui a parlé, bien sûr, du Mercosur. Bon, là, ils ont dit que même s'ils étaient opposés, même si la France est opposée, ils sont pas les seuls à décider, malheureusement. Et on l'a prévenu, on lui a dit, mais c'est la fin de notre souveraineté alimentaire, c'est la fin de l'agriculture française. Donc, c'est un signal fort à envoyer aussi aux agriculteurs, d'essayer de défendre cette agriculture vertueuse que nous, on défend aussi au niveau français. Et après, on lui a parlé aussi de mise en place des annonces qui étaient prises en début d'année. Et il nous a répondu, moi, je suis là que depuis 6 semaines, je découvre au fur et à mesure. Là, apparemment, le budget, c'est une catastrophe. Donc, on l'a amené sur des pistes d'économie. La dissolution de l'OFB qui coûte 649 millions d'euros. Pardon. L'Office français de la biodiversité. Merci. Ça résulte en fait depuis 2020 de la fusion entre la police de l'eau et les gardes-chasse, en gros.
Donc pour nous, c'est un organisme qui est beaucoup dans la répression et très peu dans la pédagogie. Donc on l'a expliqué au gouvernement, ça, en disant que c'était plus possible pour les agriculteurs et que pour 649 millions d'euros par an, il y avait moyen de faire des économies malgré tout sur cet Office français de la biodiversité. On lui a parlé du plan loup qui également coûte plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Donc on leur a donné des pistes pour faire des économies parce que je ne crois pas que ce soit les agriculteurs qui coûtent le plus cher. Vous avez accepté l'idée que le Mercosur va être signé, bien que la France s'y oppose. La France, à elle toute seule, n'a pas la capacité d'organiser une minorité de blocage. Ah oui, on a bien compris que de toute façon, la messe était dite. Le combat, il est fini pour vous. Alors, le combat, il est loin d'être fini, parce que de toute façon, il faudra aller se battre au niveau européen. On a compris qu'en fait, on avait... Je parlais du combat pour le Mercosur. Oui. Vous avez compris qu'il va être signé, qu'il va être appliqué. Alors, on a compris que c'était en bonne marge de manœuvre pour être signé. Donc, pour le coup, pour le Mercosur, on va aller taper au niveau de l'Europe. Parce qu'on a d'autres pays européens qui sont de notre avis à propos du Mercosur. Et la crise va reprendre comme en début d'année, où on était allé à Bruxelles avec d'autres pays européens et qu'on était allé se battre sur le terrain européen, pour le coup. Justement, on va prendre la direction de Bruxelles pour comprendre un peu plus précisément ce que c'est que le Mercosur, cet accord de libre-échange donc entre l'Union européenne et des pays d'Amérique latine. L'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Brésil. On va retrouver Thibaut Maillet à Bruxelles. Ça m'émeut. Du point de vue de Bruxelles, la division sur le sujet de l'accord avec le Mercosur semble de plus en plus se résumer à une poignée d'irréductibles, parmi lesquels la France, la Belgique ou encore la Pologne. Car les Allemands, les Espagnols ou encore les Italiens poussent de toutes leurs forces pour faire aboutir cet accord dont les négociations traînent depuis plus de 20 ans. Avec un tel accord, notamment, l'industrie automobile allemande, les vins espagnols et italiens, l'industrie pharmaceutique accéderait à un marché colossal de presque 270 millions d'habitants. En contrepartie, les pays d'Amérique latine enverraient massivement du lithium dont l'Europe a besoin, mais aussi des produits agricoles. Et c'est là que ça coince, surtout en France, car les inquiétudes environnementales et puis surtout la pression des agriculteurs rendent le sujet explosif dans l'Hexagone. Techniquement, le volet commercial de l'accord pourrait passer avec un vote à la majorité qualifiée, sans l'unanimité. Mais peut-on faire sans la France? On le sait, la voix de la France est affaiblie sur la scène européenne. Mais contourner un gros pays sur un sujet aussi capital n'est pas l'hypothèse la plus probable. François Pursec, vous êtes avec nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que cet accord du Mercosur pénaliserait particulièrement les éleveurs, les agriculteurs français? Écoutez, je ne suis pas économiste, je suis sociologue, je ne suis pas spécialiste de cet accord. Je pense que la crise, elle ne renvoie pas simplement à un accord qui devrait être signé ou pas. Je pense que ce malaise, il persiste, il prospère sur des transformations qui ont cours. Il donne à voir finalement le visage d'une agriculture française et européenne qui peine finalement à être concurrentielle sur un certain nombre de marchés qui sont de plus en plus globalisés. Donc on a et on fait face à un malaise qui n'est pas un malaise lié à un accord signé ou pas signé, qui fait écho finalement à une quête de reconnaissance à la fois politique pour les uns, reconnaissance sociale pour les autres, reconnaissance aussi identitaire pour certains d'entre eux. Donc c'est pas simplement cet accord qui est central dans ce qui se joue aujourd'hui. C'est pour ça que le malaise prospère et qu'on n'y répond pas aussi facilement. J'ai entendu ce matin Véronique Le Floch, la présidente de la coordination rurale, dire que le déclin était amorcé depuis 30 ans, mais qu'il s'accélérait ces dernières années. Écoutez, l'agriculture française est sapée dans ses fondements, dans ses fondamentaux, je dirais. Elle est sapée sur le plan démographique. Aujourd'hui, les agriculteurs français, c'est 398 000 chefs d'exploitation. Dans 10 ans, il y aura 200 000 agriculteurs de moins. Donc, on va se retrouver avec 180 000 à peu près exploitants agricoles. Donc, cette crise, c'est aussi la crise, le malaise, la gronde finalement d'un milieu qui ne veut pas mourir et qui se voit mourir. C'est aussi la crise finalement d'une profession qui éclate. Aujourd'hui, les agriculteurs français portent des ambitions économiques très très différentes. On parle du monde agricole, mais ce sont des mondes agricoles aux ambitions très très variées. Et donc c'est compliqué aussi pour les politiques de répondre à des attentes qui sont multiples. On a un faisceau de colère qui conduit les agriculteurs et les agricultrices français à aller dans la rue. Mais par contre, ces mêmes agriculteurs ont des attentes qui divergent. Ces attentes, elles relèvent
de cette quête de reconnaissance sociale dont j'ai parlé tout à l'heure. Ils ont envie parfois de vivre librement de leur métier. Ils ont envie d'être performants sur des marchés globalisés. Donc, on ne va pas y répondre de la même manière. Donc, c'est une crise avant tout structurelle et il était assez logique qu'on n'en sorte pas au bout de 6 mois. Mais qu'aurait-il pu être fait qui n'a pas été fait ? Il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites et réalisées depuis des décennies. On n'est pas au pied du mur, on est dans le mur. On est dans le mur en termes de renouvellement des générations, on est dans le mur en termes de restructuration des exploitations qui ne sont pas aussi performantes que certaines exploitations européennes, voire sud-américaines. Donc finalement, on se retrouve dans une situation qui aurait mérité finalement une évolution structurelle, des changements structurels, un accompagnement structurel en profondeur. Vous êtes d'accord, on est dans le mur, Oui. et vous avez un sentiment d'impuissance là aujourd'hui? Pas forcément d'impuissance, parce qu'on se rend compte quand même que, en fait, la révolte vient de la jeunesse. C'est-à-dire, quand il parlait d'une crise structurelle, c'est exactement ça. On arrive au bout d'un système qui a été mis en place depuis des décennies par une cogestion entre le syndicat majoritaire de la FNSEA et les gouvernements successifs, parce que c'était l'unique interlocuteur finalement du gouvernement. Et on a eu tort d'avoir raison trop tôt, en fait, à la coordination rurale, quand on dénonçait ce système qui était mis en place par des agro-industriels, où nous, on défend une agriculture familiale, avec des exploitations transmissibles, avec des jeunes qui peuvent s'installer. En gros, la FNSEA a accéléré ce processus d'agricide. Oui, C'est ce que d'agricide, vous dites, évidemment. d'agricide, de mort de l'agriculture française. Actuellement, il y a 40% des exploitations agricoles qui sont en grave déficit financier. Et la crise conjoncturelle est liée quand même à la cogestion avec la FNSEA qui tend vers un agrandissement, qui tend vers un libéralisme, qui tend vers de l'agro-industrie. Pas du tout ce que nous, on défend. Et tout ce qu'on défend à la coordination rurale, c'est de ramener du revenu dans les fermes pour pouvoir les transmettre à nos enfants et pour pouvoir vivre de notre métier, ni plus ni moins. Et ça, c'est un système qui n'a pas été du tout défendu par la FNSEA. Là, ils font semblant de s'insurger contre le Mercosur, mais c'est eux qui sont responsables de tous ces échanges au niveau de l'Europe et au niveau mondial. Mais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le Mercosur. Et d'ailleurs, Michel Barnier vous l'a dit tout à l'heure. En gros, ça va sans doute passer. Il y a plusieurs pays en Europe qui vont le voter. On peut rien faire. Si effectivement le texte est voté, qu'est-ce que vous allez faire? Après, il y a quelque chose qu'on peut faire, et M. Barnier a été vraiment sensible à ce qu'on a proposé. Et il a été ministre de l'Agriculture lui-même. Et en plus, c'est une proposition quand même historique de la coordination rurale de sortir l'agriculture des traités de l'OMC. C'est-à-dire, on parle d'exception agriculturelle, c'est exactement ça, c'est de ne plus se servir de l'agriculture comme monnaie d'échange contre des voitures allemandes, contre du lithium. C'est de placer l'agriculture au-dessus de ça, de mettre notre souveraineté alimentaire au-dessus de ça. Et c'est-à-dire de ne pas le considérer l'agriculture comme une activité classique, entre guillemets. Voilà, comme une monnaie d'échange, en fait. Et parce qu'on est toujours la variable d'ajustement pour ces traités de libre-échange. Et c'est insupportable, parce que derrière, il y a des exploitations, il y a des familles, il y a 400 000 exploitants qui... Ça veut dire une agriculture repliée un peu sur nos frontières? Non, pas du tout. Pas repliée, protégée. Mais totalement différent. C'est une vraie question, mais qu'on peut se poser pour aussi, du coup, beaucoup de secteurs. C'est vrai aussi pour les médicaments, par exemple. On ne peut pas faire ça avec tout. Alors, ce n'est pas une accusation de ma part, mais c'est une vraie question. Ah ouais, toute la question est de savoir ce qu'on veut et quelle priorité on donne aussi à notre politique. C'est ça aussi. Donc, est-ce qu'on veut continuer d'avoir des agriculteurs et de continuer vers une agriculture vertueuse et nourrir le consommateur avec des produits vertueux, ou alors faire venir si ça n'en prend pas le chemin, si ça n'en prend pas le chemin, et manifestement c'est pas le cas là en ce moment, comment vous envisagez la suite? Ce sera quoi l'agriculture française dans 10, 15, 20 ans? Ce sera des grands groupes qui récupéreront le foncier. Il n'y aura plus de petites exploitations, c'est ça que vous dites, que la FNSEA ne s'est intéressée qu'aux grandes exploitations et pas aux petites, et que les petites sont en train de mourir. Oui, et puis ils essayent de faire rentrer au capital et de récupérer le foncier des grands groupes. Le Crédit Agricole commence à parler de rentrer dans les capitales des fermes, de récupérer du foncier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu de l'impact. Tout ce qui est agro-industriel et qui vient s'immiscer dans nos exploitations, on perd notre liberté et on perd notre souveraineté alimentaire. En fait, la France perdrait sa souveraineté alimentaire et ses terres agricoles d'une certaine façon à terme. Oui. C'est ça le risque majeur. C'est ça le risque. Mais pardonnez-moi de revenir sur le Mercosur, parce que je sais que pour vous, c'est un peu un chiffon rouge, mais
toutes les filières alimentaires ne sont pas logées à la même enseigne. Le lait, par exemple, ça peut être un débouché pour eux formidable. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Alors, le problème, c'est pour la viande, c'est moins bien. Pour le lait, c'est mieux. Non, pas forcément. En plus, le lait est mis à mal par un traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Donc, de toute façon, ce qui paraît bien d'un côté est néfaste de l'autre. C'est un pansement sur une jambe de bois. Le problème des traités de libre-échange, c'est que ce n'est jamais favorable à l'agriculture. Quand on a la loi du marché avec, par exemple, le cognac qu'on exporte, des produits d'exception qu'on exporte, il n'y a pas de problème. C'est la loi du marché. On n'a pas besoin de traités de libre-échange pour faire miroiter qu'on va vendre nos fromages, par exemple, un peu aux Américains, et puis on va importer massivement de la viande. Non, ça ne marche pas comme ça. Les spiritueux. Voilà, les spiritueux. Quelles actions vous comptez mener à la mi-novembre, d'après ce que j'ai compris? Alors, il y a une déclaration qui a fait beaucoup réagir aujourd'hui. La présidente de la coordination rurale qui dit « La France pourrait avoir faim ». Ça veut dire quoi, concrètement? On a peur. Non, mais c'est une menace. C'est une menace qui pèse lourd et qui a beaucoup de sens. Alors, en fait, c'était pour expliquer aussi que si on fait des actions quand on dit que la France pourrait avoir faim, c'est pour expliquer aux consommateurs que nous, on est là aussi pour le protéger parce qu'on fait des produits de qualité qui ne sont pas forcément vendus dans les grandes surfaces ou dans les centrales d'achat, et pour expliquer aux consommateurs que nous, on fait de la qualité et que d'un autre côté, vous trouvez sur les étals au même prix que nous, ce qu'on pourrait vous vendre. Et parfois moins cher, d'ailleurs, du poulet ukrainien, par exemple. Du poulet ukrainien, des produits de Nouvelle-Zélande, de l'agneau de Nouvelle-Zélande qui vient de l'autre bout de la planète, alors qu'on nous parle d'écologie tous les jours. Donc, si on parle d'affamer les gens, c'est pour plutôt tirer la sonnette d'alarme et aussi expliquer aux consommateurs et aux politiques que finalement, sans agriculture, c'est un des premiers besoins fondamentaux de se nourrir. Et s'il y a on voit bien l'instabilité géopolitique qu'il y a au niveau mondial, si jamais demain, on ne peut plus rien importer, si jamais demain, on a des gros soucis avec des produits qui nous approvisionnent, comment on fait? Jusqu'où vous êtes prêt à aller dans vos manifestations à partir du 15 novembre? Alors déjà, ça a attaqué bien avant le 15 novembre. Nous, on est toujours en mobilisation, là. Ça ira crescendo parce que ce sera plus visible. Sur les routes. Mais si on compare par rapport à ce qui s'est passé il y a un an, on avait vu des actions à Rungis, notamment. Spectaculaires. Très spectaculaires, mais là, ça reprendra. Ça ira plus loin? Oui. Ce sera plus visible et parce qu'en fait, tout ça n'a servi à rien. Tout ça n'a servi à rien et la situation est pire qu'en début d'année. Et plus loin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on s'est arrêté au bout de 10 jours parce qu'il fallait retourner dans nos fermes. Mais ça veut dire arrêter d'approvisionner une partie de la France ou la France. Concrètement, c'est ça. C'est pour expliquer aux consommateurs que en fait, c'est plus nous qui approvisionnons les grandes surfaces et où vous nourrissez. C'est plus nous. C'est-à-dire que si vous bloquez les centrales d'achat ou si vous bloquez des grandes surfaces, d'où viennent les marchandises? C'est bien aussi ça. Les consommateurs ne le savent pas en fait, ou ne font pas très attention à la provenance de ce qu'ils mangent. Depuis le début d'année, on se rend compte quand même que les consommateurs ont pris quand même conscience du problème et regardent d'où viennent les produits. Sauf que quand on est à découvert le 10 du mois, on achète ce qu'il y a de moins cher. On achète un prix, on n'achète pas forcément le produit, quoi. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette discussion ce soir.